Bonjour et bienvenue au détecteur de rumeurs, ici Ève Baudin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment important, c'est-à-dire la vaccination des enfants. Et vous savez, comme parents, quand on se met à fouiller sur Internet sur ce sujet-là, ou même quand on discute avec des amis, on peut être exposé à toutes sortes d'informations contradictoires, puis même des fois très inquiétantes, comme par exemple, il y a des gens qui vont dire qu'il y a un lien entre les vaccins et l'autisme. Donc, bien sûr, c'est inquiétant quand on lit ça. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a beaucoup de littérature scientifique qui nous démontre que non seulement les vaccins sont efficaces, mais ils sont aussi sécuritaires. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui avec ma collègue Kathleen Couillard, qui est aussi journaliste à l'agence Science Presse, c'est qu'on va déboulonner un petit peu tout ça et donner la bonne information basée sur la littérature scientifique à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, salut Kathleen, merci d'être là. Bien, ça me fait plaisir, Ève. Alors, évidemment, avec tout ce qui circule sur Internet de nos jours, c'est un peu normal que les parents soient inquiets. Est-ce que toi, t'es inquiète au moment de vacciner tes enfants? Oui, bien, c'est tout à fait normal d'être inquiète, tu as raison. Mais moi, pour être honnête, je l'étais pas tellement parce que j'avais peut-être une longueur d'avance là, sur les autres parents. Je venais de terminer des études universitaires en microbiologie et en immunologie. Donc, je savais déjà qu'il y avait beaucoup de données sur l'efficacité et la sécurité des vaccins. Oui, effectivement, être exposé à de l'information fiable, dans le fond, ça nous immunise un peu contre la désinformation. Puis de la désinformation, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup sur les vaccins, on le sait, toi et moi, mais ça date pas d'hier, hein? Non, ça date pas d'hier, effectivement. Déjà dans les années 2000, les groupes anti-vaccins avaient un discours où on présentait ça un peu comme une bataille là, entre les bons et les méchants, avec d'un côté là, les parents qui se soucient du bien-être de leur enfant et de l'autre, là, les compagnies pharmaceutiques qui veulent absolument faire plus de profit, même si ça veut dire mettre la santé des enfants en danger. Oui, c'est ça, c'est qu'on démonise, en fait, les big pharma, là, soi-disant, qui tueraient des enfants, là. Bref, il y a toutes sortes de théories qui circulent là-dessus sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est dommage, c'est que les groupes anti-vaccins vont justement miser sur la peur et sur le fait que les parents veulent bien faire là, pour faire passer leur message puis amplifier leur message aussi. Oui, exactement. Ils vont avoir tendance aussi à utiliser des faits isolés, comme par exemple le cas très rare où un vaccin a provoqué une réaction allergique qui a mené à un décès et donc et propager ces histoires-là. Et ces histoires-là, justement, elles sont très, très efficaces sur les réseaux sociaux parce qu'elles sont... Oui, ça fait peur. Ça fait peur, c'est choquant, c'est spectaculaire, mais ce sont toujours des histoires où on met pas de contexte et donc on utilise vraiment des incidents isolés comme une preuve que les vaccins seraient très, très dangereux. Oui, c'est ça. Puis dans le cas, par exemple, des chocs allergiques suite à une vaccination, moi, je lis sur le site du gouvernement du Québec là, que c'est très rare. On parle d'une variation de moins de 1 cas sur 100 000 à 1 cas sur 1 million de doses distribuées. Donc, ça, c'est quand même rassurant aussi. Oui, complètement. Bon, alors, il y a aussi tout le contexte récent, là, tout ce qui se passe aux États-Unis, là, qui vient un peu brouiller les choses, là, parce qu'on sait que le gouvernement Trump a changé, par exemple, les recommandations sur les vaccins des enfants. Ça aussi, ça vient inquiéter, susciter de l'inquiétude chez les parents. Oui, complètement. Là, on est vraiment dans une situation particulière présentement, puisque le ministre de la Santé américain, Robert F. Kennedy Jr., qui est aussi à la tête des centres de contrôle et de prévention des maladies, là, ce qu'on appelle communément les CDC. Il est connu pour répéter des arguments anti-vaccins, et ça depuis très, très longtemps. Et comme tu le mentionnes, bien, ça a eu comme résultat que les recommandations concernant les vaccins, elles ont été modifiées récemment. Et même, par exemple, sur le site web des CDC, on peut maintenant lire qu'on ne peut pas complètement écarter l'idée que les vaccins causeraient l'autisme, alors que sur le site avant, ce qu'on lisait, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que non, ce lien-là, il n'existe pas. Donc, les experts disent que c'est vraiment un discours qui contribue à créer de la confusion. Mais d'où ça vient, cette histoire-là? Parce que ça date d'il y a longtemps et ça date même d'une étude scientifique frauduleuse. Oui, ça remonte à 1998. Là, il y a le Britannique Andrew Wakefield qui a publié une étude où il prétendait avoir trouvé un lien entre un vaccin en particulier et l'autisme.
Mais cette étude-là, elle s'est révélée comme frauduleuse et elle a même été rétractée depuis, c'est-à-dire que le journal scientifique où cette étude-là avait été publiée, ben, l'a complètement retirée là, de sa Oui. publication. Bien, ce qui était grave, c'est que c'était un journal très prestigieux, hein, c'était The Lancet, et toutes les données étaient frauduleuses, donc il a vraiment manipulé les données. C'était une étude aussi sur très peu d'enfants, si je me souviens bien. Encore aujourd'hui, ça a laissé des traces, hein, cette fraude-là scientifique. C'est ça qu'on ressent encore maintenant. Oui, on en entend encore parler aujourd'hui. Et pourtant, depuis, là, il y a eu une quarantaine d'études de très, très bonne qualité qui ont été faites sur 5,6 millions de personnes et qui ont montré qu'il n'y a pas du tout de lien entre les vaccins et l'autisme. Et au contraire, là, les quelques études dont on entend parler à l'occasion, mais ce sont des études avec des gros défauts méthodologiques, un peu en fait comme l'étude originale de Wakefield. Oui, c'est ça. Donc, en conclusion, là, on peut dire que maintenant, on a vraiment énormément de données sur la sécurité des vaccins qui démontrent aussi qu'il n'y a pas de lien entre l'autisme et les vaccins. Et dans le fond, ça devrait nous rassurer à ce point-ci, là, parce que c'est des études qui ont été faites sur toutes sortes de populations qui sont très larges. Donc, vraiment, on pourrait peut-être enterrer ce lien-là entre l'autisme et les vaccins. Oui, complètement. Bon, déjà rassurant. Alors, deuxième mythe qu'on va déboulonner aujourd'hui, Kathleen, ensemble, c'est un mythe qui circule quand même aussi depuis un certain temps dans les groupes anti-vaccins. Et c'est celui qui consiste à dire que l'aluminium, qui est un adjuvant qu'on retrouve dans les vaccins, est toxique et que les enfants, dans le fond, ils sont trop exposés à travers les différentes vaccinations, là. Oui, il y a beaucoup de choses à savoir, cela dit, à propos de l'aluminium. Premièrement, bien, c'est un élément qui est très, très présent dans notre environnement. Donc, il y en a dans l'air, dans l'eau, dans les aliments, dans le sol. Donc, on y est donc déjà quand même beaucoup exposé et on sait que c'est un élément qui n'est pas très, très dangereux. Pas comme pour le les plomb, humains. là. Exactement. Et l'autre chose, c'est qu'il y a maintenant beaucoup, beaucoup de vaccins qui ne contiennent pas d'aluminium. Et pour ceux qui en contiennent encore, bien, il y a quand même une limite maximale là, qui a été mise en place par la santé publique. Et donc, on ne peut pas avoir plus que 85 mg d'aluminium dans une dose de vaccin. OK. Puis, est-ce qu'on pourrait donner un comparatif là, pour bien comprendre à quel point c'est Oui. une petite dose? Bien, par exemple, si vous prenez une capsule d'antiacide, bien, il peut avoir jusqu'à 700 fois plus d'aluminium dans un produit comme celui-là que ce qu'on peut retrouver dans une dose de vaccin. OK. Donc, c'est un bon exemple. Et une fois que le vaccin est injecté, là, la grande, grande majorité de cet aluminium-là va être évacué dans l'urine. La petite quantité qui va rester va aller plutôt se loger, disons, dans les poumons, les os ou les muscles. Alors, ce qui va se rendre jusqu'au cerveau, là, c'est 0,1 % de ce qui a été injecté. Donc, 0,01 % de 0,85 mg. Donc, vraiment, là, la dose, elle est très, 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 très petite et elle est certainement pas suffisante pour causer des troubles neurotoxiques. Oui. Et même là, si on n'est pas convaincu encore, là, il y a des expériences qui ont été faites où on suivait un peu le chemin de l'aluminium là, avec différentes techniques dont les scientifiques ont le secret. Et si on comparait avant et après la vaccination, on voyait aucune différence. Donc, vraiment, là, c'est minime comme exposition à l'aluminium. Oui, puis c'est important, ça, comme notion. Hein, la dose, c'est souvent ça qui fait le poison. Et dans ce cas-ci, on a bien compris qu'elle était vraiment très, très petite. Donc, c'est pas inquiétant. Et l'aluminium a un rôle à jouer dans les vaccins. C'est pas pour rien qu'on laisse là-dedans non plus. Là. Oui, il y a une raison derrière tout ça. Oui. Kathleen, on prétend aussi que l'aluminium serait responsable de la hausse de certaines maladies immunitaires. Est-ce que ça, on a des données scientifiques là-dessus? Bien, en fait, ce qu'on sait, c'est que c'est une hypothèse là, qui vient d'une seule étude. Et cette étude-là, elle a été largement démentie par la suite. Et en fait, là, si, par exemple, on estime le nombre de personnes qui souffrent d'une maladie auto-immune et on compare des gens vaccinés à des gens non vaccinés, mais il n'y a aucune différence. Donc, vraiment, là, l'aluminium ne cause pas ce genre de maladie-là. OK, merci. Une autre chose qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, dont Instagram, c'est le fait que les vaccins seraient reliés à la mort subite du nourrisson. Qu'est-ce qu'on sait de ça? Oui, bien, il y a peut-être des parents qui ont vu là, des publications qui disent que les vaccins tuent ou que ça serait associé au décès de jeunes enfants. Et les gens qui
partagent de la désinformation comme ça, ce qu'ils disent, en fait, c'est que les enfants qui sont décédés de la mort subite du nourrisson, souvent auraient été vaccinés là, dans les jours qui précèdent. Et pour affirmer ça, ben, ils se basent sur une plateforme américaine qui s'appelle VAERS, qui est un système de notification des effets indésirables des vaccins. Et le problème avec cette plateforme-là, c'est que n'importe qui peut rapporter un effet. Donc, ça peut être un parent, un oncle, une tante, une grand-mère. Ça n'a pas besoin d'être un professionnel de la santé. Et on n'a pas non plus besoin d'avoir une preuve que c'est vraiment le vaccin qui a causé l'effet secondaire qu'on rapporte. Oui. Donc, il faut être vraiment très, très prudent quand on interprète là, les données sur cette plateforme-là. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs américains en 2015 qui se sont donnés comme objectif justement de voir qu'est-ce qu'il en était réellement sur le sujet. Et ils ont analysé ces données-là en comparant, est-ce qu'on a plus de cas rapportés de mort subite du nourrisson sur cette plateforme que ce qu'on rapporte dans la population en général? Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que non. Donc, il n'y avait vraiment pas de tendance préoccupante là, qui relierait les vaccins à la mort subite du nourrisson. Bien, dans le fond, ça nous rappelle qu'il faut faire attention à tout ce qui est association temporelle là, quand on essaie d'identifier les effets secondaires, par exemple, des vaccins. Oui, effectivement, c'est pas parce que deux événements surviennent dans le même laps de temps qui sont nécessairement reliés. Ça peut être vraiment tout simplement un hasard malheureux. Il y a d'ailleurs des chercheurs australiens qui ont voulu calculer si on se sert seulement du hasard, là, c'est quoi la probabilité qu'un enfant qui est décédé de la mort subite ait reçu un vaccin, disons, dans les 24 dernières heures. Et ils ont calculé que la probabilité, c'était à peu près 1,3 %. Et dans les 48 dernières heures, ben, c'est 2,6 %. Et donc, avec des probabilités comme celle-là, si on prend, par exemple, juste la population là, de l'Australie, ben, ça veut dire que un hasard comme celui-là va arriver peut-être une fois par année, malheureusement. Donc, il faut être vraiment très prudent là, quand on utilise ce genre d'argument-là. Ça se peut que ça arrive, mais ça risque d'être relié plutôt au hasard qu'au vaccin. Oui, exactement. Ouais. Puis, on a eu aussi beaucoup d'autres études qui ont été faites sur le sujet. Et ce qu'on remarque finalement, c'est que les vaccins, ils ne causeraient pas la mort subite, mais ils seraient plutôt protecteurs. Parce que lorsqu'on vaccine un enfant, bien, son système immunitaire est mieux équipé pour se défendre contre les infections, contre différentes maladies. Et on sait que les infections, bien, c'est un facteur de risque de mort subite Ben oui. du nourrisson. Ouais. Donc, vraiment, les vaccins vont avoir un effet protecteur sur les enfants. Et sinon, là, on connaît plein d'autres façons de prévenir efficacement la mort subite du nourrisson, notamment coucher le bébé sur le dos, dans un environnement qui est sécuritaire, dans un environnement qui est non fumeur. Et ça a beaucoup plus d'impact, là. Et d'ailleurs, on a fait un épisode là, sur le sommeil. Donc, ceux qui veulent l'écouter, c'est disponible sur la plateforme. Alors, Kathleen, on vient de déboulonner 3 mythes quand même importants sur la dangerosité supposée des vaccins, là. Et maintenant, on va s'attarder à un mythe, en fait, tous les mythes qui prétendent que les maladies contre lesquelles les vaccins nous protègent sont en fait inoffensives et pas si graves que ça. Puis ça, il y en a vraiment beaucoup là, sur les réseaux sociaux. Bien oui, tout récemment, justement, au sujet des éclosions de rougeole qui ont eu lieu aux États-Unis, il y avait un journaliste qui interrogeait Robert F. Kennedy Jr. et lui a répondu « Ah, mais c'est pas inhabituel, des éclosions de rougeole, on en a à chaque année. » Oui, comme si c'était anodin. Dans le fond, ils minimisent vraiment les risques, là, alors que c'est dangereux, la rougeole, pour les enfants, là. Non, c'est vraiment pas bénin, là, la rougeole. On estime que 1 à 3 enfants infectés sur 1000 va mourir de complications respiratoires ou neurologiques. Et avant l'arrivée du vaccin, là, en 1963, aux États-Unis, il y avait environ 48 000 hospitalisations et 400 à 500 décès par année. Donc, c'est vraiment pas rien, là. Et un autre exemple, c'est la polio. Dans 1 à 5 des cas, l'enfant va développer une méningite. Et parfois même, c'est plus rare, mais il pourrait aussi être affecté par une paralysie pour laquelle il n'existe pas de traitement. Ouais. Et finalement, ben, si on prend une maladie comme le tétanos, qui, à première vue, ça nous semble moins grave parce que c'est pas une maladie qui est contagieuse. On peut pas se transmettre ça d'humain à humain, mais c'est une maladie qui est vraiment très, très dangereuse puisque la bactérie peut produire une toxine qui va attaquer les nerfs là, qui contrôlent les muscles. Et
même si on donne un traitement rapidement, là, il y a 10% des enfants, mais aussi des adultes infectés qui vont mourir du tétanos. Donc, c'est vraiment pas des maladies sans gravité. Non, effectivement. Puis justement, quand on sait tout ce que tu viens de nous dire là, ben on comprend que les maladies, ces maladies-là, là, contre lesquelles ils nous protègent, sont vraiment plus graves que les risques potentiels des vaccins. Mais on l'a oublié, en fait, en réalité, parce qu'on ne les voit plus, ces maladies-là. Oui, puis ce qui est sympathique, là, c'est qu'en 2025, il y a un groupe de grands-parents qui ont signé une lettre là, où ils expliquaient comment ils se rappelaient des démangeaisons de la variole, du gonflement des oreillons, d'avoir été mis en quarantaine parce qu'il y avait des éclosions de rougeole. Et donc, ce qui explique, c'est que ces maladies-là, là, c'est pas comme un rite de passage pendant l'enfance. Là, c'est vraiment des maladies graves qui peuvent changer complètement des vies, voler l'avenir de certains enfants. Et leur objectif, c'était vraiment d'éduquer les gens en partageant ces faits vécus-là, ces souvenirs qu'ils ont d'une époque où la vaccination n'était pas encore répandue, là. Absolument. Puis des fois, il suffit de regarder ce qui se passe dans d'autres pays pour voir, mon Dieu, à quel point ça fonctionne bien, la vaccination, parce qu'on ne voit plus certaines maladies du tout ici grâce à ça. Exactement. Catherine, une autre chose qu'on entend souvent, c'est le fait que c'est l'amélioration des conditions d'hygiène qui aurait fait diminuer les maladies infectieuses. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Bien, c'est certain que ça a joué quand même un rôle, là, comme par exemple tout ce qui est l'amélioration de l'hygiène personnelle, là, l'utilisation plus généralisée du savon ou les installations comme les systèmes d'eau potable ou d'égouts. C'est sûr que ça a diminué la propagation de certaines maladies, surtout celles qui se transmettent, par exemple, par les selles, là, comme le choléra, la typhoïde, ou celles qui se transmettent par contact direct, comme la variole. Donc ça a eu un impact. L'amélioration aussi des conditions d'habitation, ça a diminué un peu la propagation de certaines maladies comme la tuberculose. Mais dans l'ensemble, il n'y a aucune de ces mesures-là qui, à elle seule, a permis de faire disparaître là, des maladies infectieuses. Parce que dans le fond, quand on dit ça, c'est comme si on comprenait un petit peu mal comment ça fonctionne, les maladies infectieuses, justement. Oui, exactement. Il faut comprendre qu'un vaccin, c'est vraiment un outil qui va aider notre système immunitaire à mieux se défendre contre les bactéries et les virus. Donc, quand on injecte un vaccin, ce qu'on injecte, dans le fond, c'est une très, très petite dose du microbe qui est responsable de la maladie, mais une version qui est inactivée. Donc, qui ne peut pas causer cette maladie-là. Oui, puis ça, c'est important de le répéter. Là. Oui. Il n'y a vraiment aucun danger de... donner la maladie. Exactement. Oui, c'est ça. Et donc, mais le fait d'être exposé à cette version inactive-là, mais ça va permettre à notre système immunitaire d'apprendre à mieux reconnaître, mais aussi mieux combattre par la suite la version dangereuse réelle quand on va la rencontrer là, dans la vie de tous les jours. Oui, dans le fond, moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est un entraînement pour le système immunitaire. Donc, pour se préparer à justement voir ça dans la vraie vie plus tard, parce que si ça circule librement, les enfants seraient exposés à ces maladies-là. Oui, exactement. Et c'est une stratégie qui fonctionne vraiment très bien. Là. Ben oui. On le sait, par exemple, 95% des enfants qui ont reçu leurs 2 doses de vaccin contre la rougeole ne développeront pas la maladie, même s'ils sont exposés au virus. Là. Donc, ça fonctionne. Puis c'est vraiment mieux que de laisser la nature faire son cours, là, comme faire un party de varicelle, par exemple. Oui, c'est une meilleure stratégie, effectivement. En effet. Donc, on comprend que non entraîné, un système immunitaire exposé à une maladie infantile, donc peut vraiment entraîner des complications graves, voire la mort. Est-ce qu'on a pu mesurer justement les morts évitées grâce à la vaccination? Oui, il y a une estimation qui a été publiée dans un article scientifique publié dans le journal The Lancet qui disait qu'entre 1974 et 2024, c'est 154 millions de vies, dont 146 millions d'enfants qui ont été sauvés grâce à la vaccination. Oui, c'est quand même beaucoup. c'est énorme. Et un bon exemple, là, c'est la variole. Donc, la variole, là, dans le passé, ça a tué des millions de personnes à travers le monde. Et on sait même que c'est responsable de la disparition de certaines populations autochtones en Amérique, en Afrique ou en Asie.
Mais depuis la campagne mondiale de vaccination qui a été lancée là, dans les années 1950, on a réussi à se débarrasser complètement de ce virus-là, donc de l'éradiquer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on ne vaccine plus contre la variole aujourd'hui parce qu'on a réussi à faire disparaître le virus en vaccinant dans les années 50. Donc, c'est vraiment très, très efficace, la vaccination. Oui, puis la preuve que les vaccins fonctionnent, c'est qu'on voit en ce moment revenir des maladies comme la rougeole et ça coïncide justement avec la baisse de la couverture vaccinale pour cette maladie-là. Oui, bien, on a des exemples de ça aux États-Unis. Là, par exemple, la Caroline du Sud a connu une éclosion dernièrement et elle a atteint un nombre de cas record. Là, on était rendu à près de 800 cas en janvier dernier. Mais aussi au Canada, là, on n'est pas en reste. Par exemple, en Alberta, en date de décembre 2025, on était rendu à 2000 cas et ça représente plus que le double de l'ancien record qui remontait quand même à 1986. Et en Ontario, en 2025 aussi, on a dénombré 2400 cas, alors que dans toute la décennie 2013-2023, on en avait recensé seulement 10. Et donc, dans tous ces cas, là, la majorité des gens qui ont contracté la rougeole, bien, ils n'étaient pas vaccinés. Oui, c'est ça. Donc, des fois, les statistiques parlent d'elles-mêmes, hein, en effet. On va terminer avec la question du calendrier vaccinal des enfants. Il y a beaucoup d'influenceurs, mais aussi des médecins qui vont parler de calendrier alternatif de vaccination qui va commencer, par exemple, la vaccination plus tard ou qui va espacer les doses. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Oui, c'est vrai que c'est une approche qui est assez populaire. Selon une étude qui a été faite aux États-Unis, là, c'est 1 parent sur 10 environ qui choisit de retarder intentionnellement certains vaccins. Et il y a beaucoup de médecins qui disent qu'on leur fait cette demande-là. Il faut dire que c'est sûr que comme parents, on a le choix de faire vacciner ou non notre enfant et de choisir quel vaccin notre enfant va recevoir. Donc, C'est pas obligatoire, là. exactement. Donc, c'est sûr que ça peut faire germer un peu cette idée-là de dire, OK, oui, je vais faire vacciner, mais d'une façon un peu différente. Est-ce qu'on a des preuves qui pourraient indiquer que c'est une bonne idée de faire ça? Bien, généralement, non, c'est pas une très bonne idée parce que ces calendriers alternatifs-là, habituellement, l'effet que ça va avoir, c'est que ça va comme prolonger la période de temps où un enfant n'est pas vacciné. Parce que, comme tu le disais, soit que le calendrier commence plus tard, soit qu'on espace le temps entre les vaccins. Et lorsqu'un enfant n'est pas vacciné, bien, ça veut dire qu'il est plus à risque d'attraper une maladie infectieuse à laquelle il va être exposé. Et ça, c'est à un moment où son système immunitaire n'est pas très, très bien développé encore. Donc, vraiment, ça rend notre enfant plus vulnérable. Et la façon dont le calendrier actuel est construit, bien, c'est réfléchi. La première dose, elle va servir vraiment à éviter les complications qui pourraient survenir et la dose suivante, généralement, va permettre d'avoir une protection qui est vraiment plus adéquate, mais surtout durable. Donc, de retarder la vaccination, vraiment, c'est juste rendre notre enfant un petit peu plus vulnérable à toutes sortes de maladies qui circulent. Et l'autre chose, c'est qu'on sait que lorsqu'on commence à retarder certains vaccins, on risque de finalement pas les donner du tout. Donc, c'est pas vraiment une bonne idée d'avoir recours à des calendriers alternatifs. Puis, il faut quand même mentionner aussi que ça a été développé en prenant en compte toutes sortes de considérations, là, le calendrier vaccinal comme tel. Là. C'est pas pour rien qu'on fait ces recommandations-là. Oui, non, ça n'a pas été élaboré là, sur un coin Non. de table. Il y a eu vraiment beaucoup d'analyses pour déterminer non seulement l'efficacité et la sécurité des vaccins qu'on donne, mais aussi comment se propagent ces maladies-là, qui sont les personnes qui sont les plus vulnérables à ces maladies-là aussi. Et c'est ce qui permet aux experts de déterminer quels vaccins sont importants, quelle dose utiliser et à quel moment les administrer. Puis c'est aussi ce qui explique qu'il y a des petites variations dans les calendriers proposés d'un pays à l'autre, par exemple, parce qu'on va prendre en considération toutes sortes de choses, hein? Oui, exactement. Puis pour les parents qui s'inquiètent parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de vaccins qui sont donnés à la fois, qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est vrai que quand on regarde ça comme ça peut avoir l'air beaucoup, mais quand on commence à analyser un peu plus, on se rend compte que c'est vraiment une très petite portion de toutes les maladies auxquelles un enfant va être exposé contre lesquelles on vaccine. Donc, finalement, il n'y en a peut-être pas
autant qu'on pense. C'est vraiment les maladies qui sont les plus dangereuses pour les jeunes enfants. Et puis, quand on décide de donner plusieurs vaccins en même temps, là, la même journée, bien ça aussi, ça a fait l'objet d'analyses. Donc, on sait premièrement qu'il n'y a pas un vaccin qui va nuire à l'efficacité d'un autre vaccin et qu'il n'y a pas de danger là, à les donner les deux en même temps. Oui, même 2 et plus souvent, hein, on sait qu'ils sont souvent combinés, là. Oui, puis aussi, c'est parce qu'on veut un peu éviter d'avoir à... Les visites. Éviter à vacciner souvent les enfants, là. Exact. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour sur la question du calendrier vaccinal. On a aussi, dans le fond, déboulonné le mythe sur le lien entre les vaccins et l'autisme, la dangerosité de l'aluminium dans les vaccins. Aussi, on a parlé de leur sécurité, du fait qu'ils ne causent pas la mort subite du nourrisson. Puis ça, c'est important de bien le souligner. Mais aussi le fait qu'ils peuvent prévenir des maladies qui sont vraiment graves. Alors, j'espère, je souhaite qu'on ait un petit peu rassuré les parents qui hésitaient ou qui se posaient des questions. Puis peut-être, Kathleen, qu'on peut les guider vers des sources d'informations. Là, tu as quand même écrit pas mal de textes pour l'agence Science Presse à ce sujet-là, mais il y a aussi d'autres bonnes sources d'informations. Oui, bien, par exemple, il y a le site Naître et Grandir. Les données sont vraiment toujours à jour. Ils sont soutenus par des données scientifiques. Et donc, il y a toute une section là, sur la vaccination qu'on peut consulter. Bien sûr, il y a le site du gouvernement du Québec, qui peut être aussi une bonne source d'information. Oui, c'est vrai que nos textes et ceux de Naître et Grandir, là, c'est vraiment grand public, donc c'est vraiment vulgarisé pour les parents. Il y a des liens externes là, qu'on peut aller consulter si on a des questions sur la source, par exemple, des études, etc. Oui. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre l'efficacité des vaccins et leur sécurité. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui hésite à faire vacciner ses enfants, vous pouvez partager cet épisode avec cette personne. Le détecteur de rumeurs est une production de l'agence Science Presse soutenue par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ainsi que le scientifique en chef et les fonds de recherche du Québec. Mon invité aujourd'hui, Kathleen Couillard, journaliste scientifique, à la réalisation Bruno Mercure, à l'animation et la production moi-même, Ève Baudin. On se retrouve au prochain épisode.